friend of me, any me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. Friend of me, any me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. All these niggas just wanna be a mini me. Salut Zef. Salut David. Un essai qui change un peu ce coup-ci. Hein. Bah surtout pour toi, non? Ouais, surtout pour moi. Moi j'ai l'habitude, voilà, j'ai droit au scooter électrique et aux petites motos électriques équivalent de 125. Et puis toi, tu as le haut de gamme, clairement, parce que l'Energica Ego, c'est quand même les motos E, championnat du monde de MotoGP électrique. Enfin, ça doit être ouf, non? Bah c'est dingue, ouais. Alors c'est vrai que je suis un privilégié. Franchement, je m'assois sur mon statut de privilégié. En plus, on est les premiers à l'essayer en France. Et on est les premiers à essayer donc l'Energica, moto italienne, produite à Modène comme les Ferrari. On voit bien que c'est le scooter, hein, son truc. Ouais. D'où le rouge. Ça, c'est l'Energica Ego RS+. Alors pourquoi plus? Parce puissance, couple. Ouais, alors puissance, un peu plus de puissance et un peu plus de capacité en même temps. Ce qui paraît contradictoire. Hein, quand on a plus de puissance en général, on a moins de capacité sur une... Surtout en électrique, parce qu'on sait que quand on commence à avoir notamment plus d'autonomie ou plus de puissance, parce que mine de rien, tu te tapes des vitesses interdites en France, mais autorisées en Allemagne. Donc tu as été jusqu'en Allemagne pour faire tes tests à 240 km/h. Exactement, par la grande générosité du repère des motards. Ouais. J'ai pu faire cet aller-retour. C'est cool. Voilà. Alors on va en parler de la vitesse parce que c'est intéressant quand même. Les ingénieurs d'Energica ont travaillé là-dessus justement pour augmenter la capacité. Ils ont un petit peu limité la vitesse. Du coup, c'est comme pour les petites motos électriques, c'est-à-dire que c'est donné pour 100 km et puis en fait, tu en fais 50 si tu l'utilises en temps réel. Et si tu es à 45 km/h, ben ouais, tu fais 100, mais tu l'utilises jamais comme ça, quoi. Voilà, c'est ça. Alors oui, comme tu le disais très bien tout à l'heure, c'est la marque qui fournit les motos I du championnat du monde MotoGP. On aura remarqué d'ailleurs qu'ils font pas beaucoup de tours, les pilotes. Et en même temps, je comprends aussi que ça doit les arranger parce que l'autre problème de ces motos-là, c'est le poids qui pour une sportive est quand même très élevé. On est à plus de 260 kg là. Ouais, c'est quasiment 100 kg de plus qu'une thermique. Enfin, que les petites thermiques en 600 quoi. Ouais, en tout cas 80 kg de plus, ce qui est quand même énorme. Et surtout, le problème c'est comment est réparti ce poids. Oui, parce que contrairement au zéro, le poids il est plutôt vers le bas. Ici, la charge de la batterie, elle va quasiment jusqu'à la place du réservoir, qui n'est pas un réservoir naturellement. Et donc, on a un poids très, très haut. Donc, tu disais que ça faisait en virage, c'était spécial. En virage, c'est particulier. L'énorme avantage de cette moto, et on le verra pendant l'essai, c'est sa stabilité, autant en ligne droite, et c'est important la stabilité en ligne droite, mine de rien, qu'en virage. Voilà. Mais en revanche, au niveau maniabilité, on a évidemment cet effet un peu culbuto, quoi. Ce poids très haut placé qu'on a du mal à déplacer. Justement. Donc dans les enchaînements sur circuit, je ne l'ai pas essayé sur circuit, mais sur route, déjà on voit que c'est déjà l'enfer, clairement. Donc ça veut dire, tu as essayé au quotidien la CBR 1000, le GEX 1000, tu l'as essayé, tu as fait aussi les 24 heures du Mans, mine de rien, avec ces motos-là. Ça entraîne quoi, du coup, par rapport à la vie normale? Parce qu'on fait rarement des enchaînements dans le courant, on a un virage de temps en temps, pas des pif-paf, c'est juste dans les enchaînements rapides comme en course où ça pose un problème? Alors dans les enchaînements rapides comme en course, mais comme tu le disais, c'est vraiment pas le quotidien, ça peut être surprenant par exemple lors d'un évitement. Lors d'un évitement, la moto, elle va un peu tourner autour de sa colonne de direction. Tu vois ce que je veux dire? En fait, c'est-à-dire que tu vas t'appuyer sur le repose-pied. Alors, il faut déjà avoir l'habitude, mais ça, c'est comme toute sportive, ça se manipule sur les repose-pieds. Il faut déjà avoir l'habitude de l'entraîner comme ça, mais la relever, c'est-à-dire la redresser. Donc, quand on évite, évidemment, il y a ce phénomène où on penche, et puis on la ramène. Là, il faut vraiment céder de ses bras, quoi. Parce que là, il y a un effort, et la moto, elle va avoir plutôt un effet d'inertie, elle va continuer à rester comme ça. Donc, il faut la reprendre. Et là, le poids au perché fait que l'effort est costaud. Donc sur un effet de surprise, par exemple, d'évitement, ouais, ça ne serait pas tout à fait naturel. Ça ne ressemble pas à ce qu'on connaît en thermique. Il n'y a pas cette réactivité de partie cycle. Donc c'est une moto d'homme en fait? Bah là, ouais, pour le coup, c'est une vraie moto d'homme. Et puis c'est une moto d'homme aussi à l'accélération, parce qu'il faut s'accrocher. Tu m'as dit qu'il y avait combien de couples là-dessus? Il y a 200 Nm en mode sport, avec une batterie chargée à 100% et une température particulière. Oui. C'est ça aussi les joies de l'électrique. L'électrique, quand il fait 0 comme en ce moment, c'est un tout petit peu moins. Ceci dit, c'est démentiel, parce qu'il n'y a pas beaucoup déjà de motos sur le marché qui font 200 Nm de couple, quoi. Non, bah c'est la seule en fait à atteindre ça. Hein. Donc elle fait 107 kW, ce qui correspond à 145 chevaux, hein, si on ramène ça sur du thermique.
ce qui n'est pas dingue par rapport justement aux GX 1000, ZX10 qui sont toutes à 200 et plus. La CBR 1000 fait 217 chevaux aujourd'hui, quand même. C'est la plus puissante des sportifs sur le marché. Donc là, on est à 145, mais ce qui est dingue, c'est grâce à l'électrique, c'est qu'on a ce couple immédiatement. Et alors là, si j'avais pas l'anti-patinage, bah en fait, je serais sur place. Je serais sur place. Ou tu pars en toupie direct. Ou tu pars en toupie direct. Et même avec l'anti-patinage que j'ai mis en mode 2, parce que moi j'aime bien sur ces routes un peu sales, un peu mouillées, sentir que l'arrière part comme ça. Ça, c'est le vrai gros fun. Non mais ça c'est vraiment génial. Et ça déboîte, c'est un truc de dingue. C'est une fusée. Et on a le bruit de la fusée en plus. Un sifflement très aigu. C'est surprenant quand même. À l'électrique, c'est pas du tout silencieux. Après, bon, on a aussi ces histoires d'autonomie, de charge. Voilà, qui est la sempiternelle discussion autour de tout ce qui est électrique que tu connais aussi avec les plus petits moteurs. Avec les plus petits modèles, oui, on a les mêmes principes, c'est-à-dire qu'on a soit on charge chez soi et c'est très lent, voire très lent. Bon, avant c'était 10-12 heures, aujourd'hui on arrive quand même à trouver des charges qui tournent autour de 7-8 heures. 7-8 heures pour une charge pleine. Si on peut prendre la batterie chez soi, c'est cool, mais là-dessus, il n'y a pas de batterie extractible. Hein. Exactement. Tu as mis combien de temps chez toi? Donc dans les conditions réelles, parce que, ok, le parc est en train de se charger, on commence à avoir des charges en parc public, voitures et tout, un petit peu partout. Pas trop cher, donc c'est pas mal. Mais chez toi, tu as mis combien de temps pour la charger? Alors, chez moi, j'ai mis 6 heures pour la charger, de 17% à 100%. Mais tu parlais tout à l'heure des charges rapides, et c'est la seule moto électrique au monde à avoir ce type de charge rapide. Alors, c'est annoncé pour 85% de charge en 20 minutes. J'ai pas pu le tester parce que j'avais pas cette prise qui s'appelle combo, prise spéciale, mais évidemment il faut une prise particulière. Oui, et donc tomber sur un point de charge dans le public qui a exactement, donc ça va arriver, ils sont presque en avance sur leur temps, quoi, grosso modo. Ils sont plutôt en avance sur leur temps, et c'est vraiment le truc d'Energica, ça. Pareil pour le couple et la puissance, ils sont aussi en avance, ils sont mieux que Zero, ils sont mieux que Harley avec la Livewire. Évidemment, tout le bénéfice d'être en Grand Prix, c'est qu'ils retirent énormément d'informations. Et là, pour cette moto, ils se sont débrouillés pour communiquer énormément sur la patate de 0 à 100, c'est-à-dire qu'elle met 2 secondes 6 de 0 à 100. Alors moi j'ai chronométré vite fait, pas les bonnes conditions, j'étais pas chargé à 100%, on n'est vraiment pas loin. Et puis là, comme on n'a pas de boîte de vitesse, pas d'embrayage, c'est-à-dire qu'on essort direct, et puis alors là ça part, mais c'est une arbalète quoi. C'est l'élastique et bam, tu le lâches tout d'un coup. et tu dégages quoi. C'est pas du tout flippant, parce qu'encore une fois la moto est un peu imposante, et surtout elle est stable. Très stable, elle bouge pas, c'est un vrai rail. Ça c'est vraiment top. Mine de rien, on a beaucoup parlé, mais tu l'as pas encore essayé. Je te laisse. On y va. Vas-y. Alors voilà, l'Energica en marche, comme dirait l'autre. Donc première chose évidemment qu'on découvre sur une moto, toujours, c'est sa position de conduite. Et a fortiori sur une sportive. Là, on est bien sur une sportive. Le réservoir est assez long, assez volumineux. Il oblige à se pencher pour aller chercher les bracelets. Alors, quand on n'est pas très grand comme moi, ça oblige à s'incliner pas mal. Bon, enfin, c'est une vraie sportive, quoi. C'est une vraie position de sportive. Il n'y a pas de souci. Mais ça rappelle plutôt les sportives les plus extrêmes en position de conduite. Avec évidemment un rayon de braquage très limité. On se retrouve vraiment sur une moto typique des sportives, à part évidemment le bruit. Ce sifflement que je trouve très aigu. Il me semble que celui de la Harley Livewire que j'avais essayé l'année dernière était un peu moins présent. Alors c'est assez étrange une moto électrique bruyante, hein, mais là je pense que vous l'entendez comme moi. Je vous laisse le découvrir. Un sifflement très aigu. Alors pour l'instant je suis en ville, donc la sportive en ville, c'est bien sûr pas l'idéal. Il y a quand même quelque chose de très bien sur cette Energica. Ce sont les suspensions. Fourche Marzocchi avant, amortisseur bitubo. Là je les ai réglés un petit peu plus souples. Évidemment il fait froid, donc pour que les fluides circulent mieux. Elles amortissent bien les chocs. Et surtout on ressent bien la moto, on ressent bien les réactions. Parce qu'elle pèse lourd quand même, hein, 270 kg là, ça se sent. Et le problème avec les motos électriques, c'est que la répartition du poids laisse pas beaucoup de marge aux ingénieurs. Alors voilà, je sors de la ville et là,
ça dépote. Et d'ailleurs, elle a patiné un tout petit peu au début, malgré l'anti-patinage que j'ai mis au niveau 2. Hein. Moi j'aime bien la sentir un petit peu dérivée sur ces routes sales, mi-humides. Encore une fois, c'est vraiment pas la période idéale pour essayer une sportive, mais en même temps, qui peut le plus, peut le moins. Autre super bon point de l'Energica, c'est son freinage Brembo. Voilà, puissant, progressif. Pourtant, il y a du poids arrêté, hein, encore une fois. Donc tout ce qui est périphérique en partie cycle est de très bonne qualité. Mais la réactivité du moteur, c'est incroyable. C'est absolument génial. Et bien sûr, quand je coupe les gaz, la moto se recharge un peu. On peut régler le niveau de frein moteur. Moi, je l'ai mis sur médium. J'ai trouvé que c'était l'intermédiaire idéal pour retrouver encore un petit peu des sensations de moto thermique. Hein. Moi, j'ai 30 ans de moto thermique dans les pattes, donc les habitudes sont là. Alors, la maniabilité, c'est quand même pas le point fort de cette moto-là. Toujours pour cette raison de poids. Un empattement un petit peu long aussi. Bref, c'est une moto imposante. Donc le 0 à 100 en 2 secondes 6. Alors j'ai fait un test, j'ai essayé de chronométrer pour voir si on y était, mais avec les routes sales, la température, parce qu'évidemment plus il fait froid, moins les batteries aiment. Parce que pour atteindre le 0 à 100 2 secondes 6, comme c'est annoncé par Energica, il faut être à 100% de batterie. Bon, moi j'étais à 92%, il faisait 5 degrés. J'ai quand même testé, j'ai pris le chrono, j'ai accéléré à fond, donc tout ça c'est fait en manuel, donc ça vaut pas grand chose, ça permet d'avoir une idée approximative. Moi j'ai trouvé 2 secondes 9, mais c'est sûr que les 2 secondes 6 on y est, j'ai absolument aucun doute. Voilà, alors là je me retrouve sur une ligne droite, j'accélère à fond. C'est énorme. Ça me rappelle cette vieille série là, Tonnerre mécanique. Alors évidemment à l'époque c'était moteur thermique, mais on avait aussi ce sifflement et puis cette espèce d'accélération incroyable avec cette vision du décor qui défilait à toute vitesse d'un coup. Ça fait exactement ça avec l'Energica. Et je repars. Alors là, route mouillée, elle patine toujours un tout petit peu avant que l'anti-patinage se déclenche. C'est vraiment très léger. Elle est très rassurante par cette stabilité, autant en ligne droite qu'en virage. Le plus dur, c'est de la mettre sur l'angle. Elle n'a pas du tout la réactivité d'une moto thermique qui pèse 210 kg, 215 kg tout plein fait. Il faut vraiment la balancer, il faut la forcer. Ça c'est encore le poids et plus que le poids, le problème c'est la répartition du poids. Et le plus gros problème avec ces sportives, qu'il serait a fortiori sur circuit, sont les enchaînements. Balancer de droite de gauche ou de gauche de droite, peu importe, c'est vraiment un effort. Et là, faut saluer les pilotes de Moto I en Grand Prix, qui parfois vont sur des circuits très sinueux. Et là, il faut avoir le physique. Je pense qu'il faut avoir le physique parce que la moto n'est pas simple à balancer. Alors ce qui est bien, c'est qu'on a toutes les informations sous les yeux, et notamment l'autonomie restante. Mais là, il faut se méfier énormément parce qu'elle est calculée en live. C'est-à-dire que là, elle me met 84 km. C'était calculé sur le mode de conduite que je viens d'effectuer. Donc comme j'étais quasiment à fond tout le temps, le calculateur s'est dit qu'il restait plus grand-chose. Si je continue à rouler comme ça, on va pas aller très loin. Mais si je change de mode de conduite et que je reviens à un régime normal, c'est-à-dire 80 km/h, donc 3300 tours minute, l'indication d'autonomie va évidemment augmenter. Donc c'est pas très fiable, vaut mieux se référer aux témoins de charge. Là il me reste 64%. Alors un petit coup d'œil sur le mode, je suis en mode standard. Hein. Évidemment le mode sport c'est le plus sympa, mais l'autonomie est moins. Donc la manipulation du tableau de bord est parfaite. Hein. Elle se fait au commodo gauche. On a 2 interrupteurs, un pour choisir les modes, un pour sélectionner le tableau. Si on veut régler le frein moteur, le mode moteur, le niveau d'anti-patinage. Alors il n'y a pas d'anti-wheeling, mais la moto ne peut pas lever. Elle est trop lourde. J'ai essayé, hein.
mais c'est impossible. Et puis évidemment, il n'y a pas d'embrayage, puisqu'il n'y a pas de boîte de vitesse. Donc on ne peut pas l'aider à se lever un peu. Donc l'anti-patinage, évidemment, est inutile. Je profite du feu rouge pour parler tout à fait autre chose. La hauteur de selle, qui est élevée, parce qu'évidemment, la batterie monte haut, elle vient sous le réservoir. Là, je pose un pied en pointe, l'autre pied sur le frein arrière. Donc c'est une moto un peu large, un peu haute. Et puis quand on va repartir, voilà, je vais parler aussi de la protection de la bulle qui, elle, est quasiment nulle. Alors là, même sur circuit, bon, heureusement on ne peut pas tourner longtemps à cause de l'autonomie, mais même sur circuit, si on devait faire une demi-heure de circuit, sur une longue ligne droite, on finirait par avoir les trapèzes un peu endoloris. Donc en gros pour moi, les vraies qualités de cette moto, le grand 1, c'est l'accélération. Ensuite, l'ensemble embrayage suspension de bonne qualité. Et puis pour les défauts, le poids, le manque de maniabilité. Et puis évidemment, ces problèmes d'autonomie recharge. Et malgré tout, je dirais quand même le bruit. Ce petit sifflement permanent là, je m'y fais pas encore. Bonjour à tous. Bon alors, au moins c'est simple, entre l'électrique et le thermique, une sportive, c'est toujours une sportive pour la passagère. En clair, vous avez vu la belle selle, magnifique, c'est une planche de bois. Les poignées, il n'y en a pas. En fait, j'ai trouvé cette petite astuce ici pour arriver à mettre mes mains en cas de freinage d'urgence. Mais heureusement que Zef était très souple et très préventif. Donc en gros, c'est une sportive, quoi. Donc elle est superbe. Le seul point positif, on va dire, c'est quand on a une vue à 360 degrés, au moins 30 cm au-dessus du pilote. Donc là, vous êtes tranquille pour avoir une magnifique vue sur la montagne, la route ou l'autoroute. Donc en conclusion, elle porte bien son nom. Ego, égoïste, une moto pour égoïste, c'est tout. Je rappelle un peu quand même que c'est une moto italienne et j'ai attiré beaucoup de regards. Mais ça joue quand même. Hein. Ça joue vachement parce que mine de rien, il y a beaucoup d'électriques qui sont franchement moches. Tu les vois, tu sais que c'est une électrique, tu n'as vraiment pas envie d'en avoir une, quoi. Celle-là, elle est vraiment belle. Celle-là est très belle. Elle est très bien finie. On a un cadre en tube, évidemment comme les Ducati. Le tout rouge, un joli bras oscillant en aluminium, un peu de carbone, une fourche Marzocchi, un amortisseur bitubo, d'excellentes suspensions au passage, et puis un freinage Brembo. On est bien en Italie, quoi. Ouais, et ça explique aussi un peu le tarif là, mais c'est cohérent pour une sportive haut de gamme, on dirait. Exactement. Donc forcément, on m'a posé plein de questions parce que elle attire l'œil, quoi. Ça compte à moto. Dites pas le contraire. On sait très bien que ça compte à moto. Après, au quotidien, évidemment, c'est très marrant. Comme on disait en introduction de ce sujet, c'est vachement sympa ce côté on/off, etc. Mais tout le monde sait que on travaille et puis parfois on a des choses à faire et tout. Donc je vais te raconter un petit peu une journée type. C'était un jeudi. Alors c'est la journée type où j'ai vraiment serré les fesses. Je pars de chez moi à 100%. Je vais à mon boulot, 37 km. Et là, déjà j'arrive, j'étais à 70%. Et je savais qu'après, il fallait que j'aille à Paris, dans un atelier de MV Agusta. Bon, bref. Et puis qu'ensuite je revienne chez moi, etc. Je me suis dit, ok, au retour, je me mets sur l'autoroute à 110 km/h et puis je surveille la charge de batterie parce que je me méfie de l'indicateur de consommation qui varie en fonction de la conduite. Et puis là, j'arrive à Paris, donc Mantes-la-Jolie, Paris, exactement sur Rennes, il y avait 55 km. Et là, je suis arrivé à 40%. Et je me suis dit... Tu as fait la moitié de ton truc et tu es en dessous de la moitié. Ouais. Voilà, parce qu'en fait, de 50% à 40%, elle y allait très vite. C'est-à-dire que la décharge de la batterie n'est pas linéaire. Alors que moi, je roule à 110 constant. Et à l'inverse, plus on arrive du fond, quoi, de 0%, en revanche, moins la batterie se décharge. Et donc quand je suis reparti de mon petit atelier MV Agusta, qui me restait ce pourcentage-là, et que je me suis planté de route au retour, parce que ça aide pas. Je suis arrivé aux alentours de chez moi, j'étais à 17%. Et j'ai bien serré les fesses, parce que j'avais pas le câble sur moi. Donc pas de possibilité de charger. Pas de possibilité de charger. C'est pas comme une thermique où on se dit bon, je vais chercher un bidon d'essence et puis hop, d'accord, je marche 2 km, mais bon, ça va, je rentre, quoi. Ouais. Non, là on rentre pas, quoi. En fait, elle se décharge très lentement sur la fin. Et puis après, on passe dans un mode éco quand on arrive à 5%. Alors là, on n'avance quasiment plus.
Le fameux 200 Nm, ça c'est terminé. Et puis de toute façon, on est comme ça, hyper stressé, tendu sur la moto, à laisser juste un petit filet. Parce que la recharge, on rappelle que quand on coupe les gaz, ça recharge un petit peu de la batterie. Enfin bon, il n'y a pas un niveau de frein moteur tel que ça recharge énormément, c'est que dalle. Donc je suis arrivé chez moi rentrant les fesses, là j'ai vraiment passé une sale journée de moto, quoi. Toute la journée, je me suis dit, est-ce que je vais pouvoir rentrer chez moi en réussissant à faire tout ce que j'avais à faire. Et puis, après, j'ai surveillé la recharge de cette batterie. Et c'est pareil, au début, elle se recharge assez vite. Et puis, passer 60%, c'est assez lent. Donc, cette linéarité, on ne l'a pas non plus dans la recharge. C'est-à-dire que plus on s'approche des 100%, plus c'est long. Et ce qui est logique, pareil, c'est parce qu'une batterie, en se chargeant, chauffe. Pour éviter que ça chauffe de trop, il diminue un petit peu en haut. Et tout ça, c'est aussi la gestion du contrôleur qui explique ça, qui est géré en fonction des marques différentes et qui explique que les durées de vie ne sont pas non plus les mêmes. À la limite, avec la batterie identique, mais gérée par une même batterie, un même moteur, mais gérée par un contrôleur différent, n'aura pas la même durée de vie. Mine de rien, elle est donnée pour 1200 cycles. 1200 cycles. Alors 1200 cycles, si on fait 100 km par jour, ça fait 4 ans. Mais personne ne fait 100 km par jour. Donc malgré tout, 1200 cycles, ça laisse quand même beaucoup de temps. Bon, ce qu'on ne sait pas, c'est évidemment, une fois qu'elle a atteint ses 120 000 km, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? C'est un autre problème. Donc voilà, on va s'arrêter là-dessus. Mais vraiment, c'était une riche expérience. Pour moi, c'était particulier puisque j'ai essayé plein de sportives, mais c'est la première fois que j'ai essayé en électrique. Là, on a plein d'éléments de qualité de partie cycle et puis surtout une patate que même l'iVoyeur n'atteint pas. Donc ça, c'est sympa. J'espère que je pourrai en essayer d'autres. Puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures futuristes. Merci encore à vous. Il y a plein d'essais de motos électriques qui vont continuer. Beaucoup de scooters électriques aussi, des équivalents 125 notamment, avec des prix qui n'ont rien à voir, parce que là, entre les aides, etc., sur les entrées de gamme, on est sur du 3 000 €, c'est-à-dire 10 fois moins cher quasiment, pas pour la même utilisation, pour de l'utilisation urbaine, avec des comportements vraiment différents. Mais c'est ça qui est intéressant aussi et qui présage de ce que donnera l'électrique bientôt. Ah ouais, bienvenue dans le futur. Merci Zef, à Merci très vite à tous. et n'oubliez pas, inscrivez-vous en cliquant à droite. I'm about to go Goku. Leave all my haters red like old news. Yeah, trying to get the green like it's Whole Foods. Couldn't take my style and now you so blue. Yeah.